Bonjour, vous écoutez un nouveau coup critique et je suis toujours avec Raphaël. Et rebonjour. Eh oui, tu vas bien Raph ? Bah écoute, ça va très bien, d'autant plus qu'on va parler d'un sujet intéressant. Ah, un sujet intéressant. Et de quoi est-ce qu'on va parler alors ? D'un univers que je n'ai jamais compris, entendu ou vu auparavant, au-delà, il y a 10 jours environ. Ouais. Dune, exactement. Dune, qui est un film de science-fiction américano-canadien, coécrit et réalisé par Denis Villeneuve, et qui est donc sorti enfin en septembre 2021. Ça fait à peu près, je pense, un an et demi, peut-être même qu'on attend ce film, étant donné qu'il aurait dû sortir normalement en 2020, mais qu'à cause de notre très cher Covid-19, il n'est jamais sorti. Alors, d'une première partie uniquement, car en effet, surprise, le film est en réalité composé de 2 parties, donc on espère qu'il aura beaucoup de succès pour qu'on puisse avoir la suite. C'est l'adaptation du roman Dune de Frank Herbert, qui est paru en 1965. Il existe également une autre adaptation assez célèbre, c'est le Dune de David Lynch, et également une adaptation avortée d'Alejandro Jodorowsky. Voilà, donc vous avez plein de youtubeurs ou de documentaires Netflix qui parlent de l'adaptation de Jodorowsky qui sont assez intéressants, mais ce n'est pas l'heure ni le lieu. Donc film réalisé par Denis Villeneuve, écrit par Denis Villeneuve, d'une musique de Hans Zimmer, avec Timothée Chalamet comme acteur, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Zendaya. On peut aussi rajouter au casting Jason Momoa, exactement, Dave Bautista, Stellan Skarsgård et Javier Bardem et bien d'autres encore. En fait, c'est un film avec énormément d'acteurs assez connus. Alors, qu'est-ce que ça raconte, cette histoire ? Est-ce que tu serais capable de me faire un petit résumé ? En sachant que je n'ai jamais lu le livre, je dirais que c'est l'histoire d'un monde, d'une planète qui est en fait une planète désertique. Voilà. Le synopsis même, l'histoire de Dune, comme son nom l'indique, va se résumer à des scènes qui se trouvent dans le désert, et non pas quel désert, c'est un désert qui notamment est intéressant pour beaucoup de personnes, d'abord parce que, il est peuplé, ensuite parce que surtout, il y a des épices. Tout à fait, qui sont en fait vraiment la monnaie, on va dire la matière nécessaire pour notamment voyager dans l'espace pour les vaisseaux, et donc ce qui veut dire que c'est une planète qui est convoitée, et donc certaines des grandes maisons qui composent l'univers de Dune vont essayer de s'en emparer sous l'égide, avec l'accord ou pas d'un certain mystérieux empereur. Tout à fait, d'un empereur. Et donc du coup, nous on va suivre Paul Atreides, qui est l'héritier de la famille Atreides, qui va du coup hériter de la famille Atreides, pas Paul, de la planète Arrakis, donc de cette fameuse dune, pour pouvoir récupérer les épices au nom de l'empereur, remplaçant ainsi la famille Harkonnen, les méchants, qui du coup vont voir d'un mauvais œil l'arrivée de cette nouvelle famille sur cette planète. Voilà un petit peu, on ira plus loin après dans le spoil. T'as pensé quoi de Dune, sans spoiler du coup ? Je pense qu'on peut quand même parler d'une chose, c'est la durée. 2h40, ça peut faire peur. C'est souvent, au-delà de 2 heures, on a tendance à juger le temps long, surtout si le film ne nous plaît pas. Oui. Si la jaquette ne correspond pas à ce que le film représente. Et ben écoute, 2h40, je les ai pas vus passer. Ouais. Je les ai pas vus passer parce que c'est quand même autre chose que je vais dire, que j'ai déjà dit pour Shang-Chi, c'est que le film était quand même assez beau, assez poétique. Et pour cet aspect-là, j'ai été plus émerveillé par le fait qu'on voit un film où il se passe des choses, mais on a quand même fait attention à pas forcément que se centraliser sur l'action, mais à avoir quand même des paysages qui sont merveilleux, qui sont très beaux, avoir une musique qui appuie aussi le sujet, et le tout, je pense que le tout est bien orchestré. Ouais, non, mais c'est clair que la réalisation de Denis Villeneuve est assez incroyable. De toute façon, c'est un réalisateur qui est très très bon. Moi, je vous conseille tout ce qu'a réalisé Denis Villeneuve pour aller voir sur Wikipédia. Notamment, vous avez The Arrival et Blade Runner qui sont sur 2049, qui sont sur Netflix. Donc, courez les voir, surtout le premier. Je trouve aussi qu'il y a une qualité de photo. La photo, elle
elle est incroyable, cette lumière, ce traitement de la lumière, ce traitement de l'image. Le jeu des acteurs aussi est très très bon, ils ont tous rien à prouver du tout. Et moi j'aimerais surtout parler d'un truc assez intéressant, c'est le sound design, parce que franchement le son dans ce film il est incroyable. Le son des vaisseaux, c'est... Oh là là, le film il s'ouvre d'une manière qui en fait t'es en train de déconner en regardant des bandes annonces, et d'un coup pam tu te prends un ion sonore dans la gueule, et là tu te dis ok ça y est, là on plaisante plus, on est dedans, c'est parti quoi. Et ouais, rien que pour tout ça c'est assez incroyable. Et enfin musicalement c'est Hans Zimmer, et franchement c'est une surprise, c'est un peu une rédemption. Ouais, je sais pas si c'est une rédemption, mais j'ai mis vraiment beaucoup de temps avant de me rendre compte que c'était Hans Zimmer. Parce que, en fait, là où le film est bon, c'est que j'ai pas cherché à savoir qui faisait la musique pendant le film. Ouais. Donc ça veut dire que le film m'a quand même bien hypé. Et ça veut dire aussi que, inversement, ce qui peut être reproché à Hans Zimmer, on l'a pas vu dans ce film-là, ça veut dire avoir un peu de recyclage de musique, et donc du coup de se dire ce tempo, ce rythme-là, ça me fait penser à un compositeur. Parce qu'en fait, on parle pas de celui qui est arrivé vraiment sur le cheveu sur la soupe, quoi. On parle quand même du mec qui a fait tout ce qui est Star Wars, tout ce qui est Pirates des Caraïbes, ouais. Pardon. Et du coup, non, là c'est propre, c'est la musique porte ouais, le film. C'est carré, hein. J'ai réécouté d'ailleurs la musique récemment, parce que je me suis dit qu'avant de faire le coup critique il fallait que je la réécoute, et en cherchant bien musicalement tu te rends compte que oui, ça reste quand même du Hans Zimmer, parce que tu retrouves certaines tonalités. Moi j'ai pas mal retrouvé en réécoutant la BO le Hans Zimmer des Batman par exemple, avec des thèmes très 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 doux, moins dans la violence des cordes à longueur de temps, plus axé autour des vents. Et surtout, moi ce que j'aime avec Hans Zimmer, mais un jour on fera un truc sur Hans Zimmer, c'est cette capacité qu'il a de composer avec d'autres personnes, et notamment des compositeurs de certaines ethnies, notamment ce qu'il a réalisé dans ce film-là avec les chœurs, avec les chants aussi mongols, etc. C'est assez... Ouais, il y a toute une diversité musicale dans ce film qui est assez incroyable. Et je pense que rien que musicalement et visuellement, il vaut le coup. Donc même si vous n'aimez pas... je ne sais pas si vous n'aimez pas la science-fiction, si vous n'avez pas aimé le livre de Frank Herbert, qu'au passage je n'ai pas lu, hein, personnellement. Moi je suis aussi allé un peu les mains dans les poches, parce que je n'avais vu que le film de Lynch. Je pense que visuellement et musicalement et au niveau du son, il vaut le coup. Tout le monde... Enfin, je pense que c'est difficile de pas passer un bon moment devant quand même, parce qu'on s'en prend plein les mirettes. Je suis bien d'accord. Ouais. On spoil du coup ? Spoilons alors. Je sais pas si j'aurais beaucoup de choses à dire sur la partie spoil, parce que j'ai pas grand chose à dire. L'intrigue au final, bon bah là c'est un piège de l'empereur finalement, tout ça, puisqu'il veut se débarrasser de la famille Atréide, puisqu'elle est devenue trop puissante, plus puissante que lui. Donc à l'aide des Harkonnen, il tend un piège aux Atréides pour les éliminer les uns après les autres, notamment à l'aide de son corps d'armée un peu spécial, les Sardaukar, hein, qui sont méga stylés. Ce qui me fait penser qu'on n'a pas parlé d'un truc en partie non spoil, c'est des costumes. Oui. Oh là là, mais les costumes, pareil, incroyable. C'est vrai qu'on oublie trop souvent cet aspect-là, et pourtant Dune aussi, c'est quelque chose qui n'a pas été laissé comme à l'abandon. De toute façon, ça devait coller au film, ça devait avoir quand même quelque chose d'assez impressionnant, d'assez esthétique. Il fallait pas passer à côté de ça, quoi. Non, ça c'est clair, il y a une dimension esthétique qui est assez incroyable. Et pour revenir sur le spoil, je me rends compte que j'ai pas grand chose à dire, parce que j'ai pas été ouais, je sais pas en fait, c'est presque comme s'il y avait rien à spoiler en fait dans ce film. Je sais pas si t'as des choses à dire ou pas, toi, vas-y. Si, je suis un peu perdu, moi. Je peux un peu t'aider dans le sens où, comme personnellement, si vous n'avez jamais entendu, vu, parler de film Dune, le fait de voir ce film, et que du coup tu peux le voir sans avoir lu le livre, ouais. ou enfin tu peux te faire ta propre idée comme ça. Le fait que le casting, on en a parlé un petit peu, est quand même assez solide. Le fait que plus de 3/4 de ces personnes vont mourir ouais, c'est vrai. est quelque chose aussi qui est intéressant, parce que trop souvent dans des films de science-fiction notamment, on essaye de sauvegarder ces personnages, et là, bon, certes, le héros continue toujours, mais parce qu'il faut.
Et le fait de faire mourir des personnages qui sont certes principaux, mais à la fois un peu secondaires, ça fait un peu bizarre parce que ça fait un peu le sentiment, ça accroît le sentiment de solitude dans un désert, puisque du coup toutes les personnes auxquelles on fait référence depuis le début vont mourir, et du coup il en restera plus beaucoup, donc tu sens cette solitude là, et je trouve que ça accentue. À la fin il restait plus que lui et sa mère, quoi, en fait, hein. Et les morts sont classe. Ouais, c'est ça. Voilà, toutes les morts sont classe. C'est ça que je viens de penser à l'instant. Il n'y en a pas une seule qui n'est pas belle théâtralement parlant, cinématographiquement parlant. Non, franchement, pour ce côté-là, c'était assez intéressant. Ouais, non, mais c'est clair que toute la scène de façon de l'assaut des Sardaukar et des Harkonnen sur la nuit est super belle, visuellement parlant aussi, avec les vaisseaux qui s'écrasent pendant que les soldats sont en train de courir. Justement, cette dimension d'échelle entre les tout petits soldats qui courent de très très loin avec les vaisseaux qui explosent dans tous les coins, ça aurait pu être juste filmé de manière très hollywoodienne en mode boum boum boum, mais non, ça reste quand même très très beau en fait, juste cette puissance magistrale d'un éclairage soudain d'explosion au milieu d'une nuit presque sans étoiles, sans rien, quoi. C'est fou. Et puis c'est vrai que de toute façon c'est un parcours classique du monomythe, quoi. C'est-à-dire que le héros qui est un peu l'élu de la prophétie, qui va devoir rétablir l'équilibre, pas dans la force mais pas loin, quoi, et qui du coup va tout perdre c'est-à-dire que là on le retrouve, il est pratiquement anéanti, quoi. Il a tout perdu en fait il passe le film à perdre des gens, quoi, en fait. Et tu sais que dans la deuxième partie ce sera son apprentissage et et le moment où il va s'élever et réussir à vaincre ses ennemis, en l'occurrence je suppose les Harkonnen et l'empereur, puisque l'empereur n'est pas apparu dans ce film là, donc je suppose qu'on le verra dans le deuxième. Et ouais, ça reste un excellent film, très tourné autour de ça qui est intéressant, c'est que c'est un film qui est très tourné autour de la spiritualité, je trouve. Oui, le héros le dit, hein, quand il dit que son nom va peut-être déclencher une guerre sainte, etc. Ouais, d'ailleurs, dans le livre, Frank Herbert utilise même le terme de djihad, qui n'a pas du tout été repris dans le film, ce qui est compréhensible étant donné le monde dans lequel on vit. Mais ouais, c'est ça, c'est très spirituel, très d'actualité, parce qu'il y a un côté très écologique finalement aussi dans ce film-là, parce qu'on parle quand même d'aller voler des ressources dans un endroit pour pouvoir se déplacer, etc. Se rendre compte qu'à la base il devait y avoir un comment on appelle ça, un projet de terraformation, on va dire, de la planète pour la rendre vivable, pour la rendre vivante à nouveau, mais que finalement elle était plus utile de l'extraire, en fait, d'extraire son minerai. Je pense que c'est un film qui est intéressant et qui traite de plein de sujets qu'on peut techniquement caler, je pense, sur notre monde à nous. Non, puis le fait que le livre, il date des années 60, il est quand même très avant-gardiste. Tout à fait, ouais. Il y a des visions qui 50 ans, même plus, 70 quasiment. Ouais, c'est ça, ouais, non, je me souviens, 65, ouais, 1965. Donc non, ouais, je cherche des moments de... Si, je me rappelle que tu m'avais dit quand on est sorti de Dune, alors peut-être que ça s'est effacé après quand tu y as repensé, que tu avais trouvé que certains moments étaient un peu longs, sur des moments un peu longuets. Oui, bah après sur 2h40 c'est normal, hein, y a toujours des moments où ton esprit digresse, mais dans l'ensemble ça gâche pas le visionnage. Il y a qu'un seul truc qui m'a où je me suis fait la réflexion pendant le film. Je pense que j'ai fait exprès, mais je sais pas pourquoi. Je pense que c'est pour un certain visuel, mais en fait j'ai l'impression qu'ils sont jamais chauds. Je sais pas si tu as eu ce sentiment là. Ils sont dans une planète désertique tout le temps et j'ai jamais l'impression qu'ils ont chaud. Mais je pense que c'est fait exprès parce que il a préféré mettre en valeur la beauté du désert plutôt que je pense que l'horreur du désert. Parce qu'ils le disent avec les combinaisons, ils disent qu'on perd ça veut dire qu'ils suent quand même. Oui, tu vois, mais ils le disent, mais à aucun moment j'ai souvenir que c'est montré où on voit vraiment quelqu'un qui sue comme un gros porc, ou qui a les cheveux gras, etc. Ils gardent toujours une certaine classe. Ce qui moi m'a pas dérangé, c'est juste qu'en sortant du cinéma, je me souviens m'être fait. Non, c'est vraiment, il y a une scène où je me suis fait la réflexion, je me souviens, c'est la scène où Oscar Isaac, donc Leto Atreides, est sur le balcon en train de regarder la cité en face, et t'as ces soldats qui viennent de voir et qui lui disent en gros, monsieur le duc, faut vite rentrer, il va faire 60 degrés, et je me souviens, m'a dit 60 degrés, mais
Mais il a pas l'air, il a l'air de se trimballer sans problème dehors. Ouais. Et du coup, de temps en temps, j'étais là à me faire peut-être qu'un peu plus de chaleur, mais en même temps, je trouve ça très très fort aussi de pas avoir succombé à l'idée de. Parce que souvent, pour montrer le désert au cinéma, tu fous un vieux filtre jaune dégueulasse sur la photo pour te dire, regardez, c'est le désert. Et là, c'est plutôt dans des tons de gris à longueur de temps. Et c'est bien parce que je trouve que ça n'évoque pas du coup un désert terrien, quoi. On a vraiment l'impression d'être ailleurs. Voilà. Je pense que c'est le seul point négatif de ce film, mais encore, je chipote, voilà, je l'ai cherché. Non, moi j'ai bien aimé aussi les jeux d'acteurs. Timothée Chalamet est très bon. Ouais, j'ai bien aimé Timothée Chalamet. Il y a pas mal de gens qui le détestent, je ne sais pas trop pourquoi. Mais bon. Mention spéciale aussi à Rebecca Ferguson, que j'ai vraiment bien apprécié, qui joue la mère de Paul, qui est le seul personnage qui semble avoir un tant soit peu avoir des émotions, alors que c'est le personnage qui n'est pas censé en avoir réellement, puisqu'elle fait partie de l'ordre des Bene Gesserit ou Gesserit en anglais, je ne sais plus. Et je trouve que la relation entre le fils et la mère est vraiment très intéressante, puisqu'ils sont les seuls survivants et ils ont des pouvoirs un peu spéciaux de contrôle mental, etc. Et ouais, elle joue super bien, quoi. C'est fou, hein. Franchement, la scène où il se fait torturer par la mère la mère supérieure des Bene Gesserit, et qu'elle est à côté et qu'elle a qu'une envie, c'est de sauver son fils, mais qu'en même temps elle peut pas parce que sinon et qu'elle chiale à moitié et qu'elle essaie de se ressaisir en utilisant ses mantras, c'est fort, quoi. C'est très 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 bonne scène. Il paraît aussi, alors ça c'est, moi je n'ai pas lu le livre encore une fois, c'est Benjamin du coup qui me l'a dit, que le film est vraiment extrêmement extrêmement fidèle au livre, hein. C'est contrairement à la version de David Lynch. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas si c'est vrai, c'est chapeau, parce que réaliser une bonne adaptation fidèle, c'est souvent assez rare. Oui, c'est vrai que c'est peut-être aussi ce qui l'a incité à faire deux films, c'est que le livre en question était sans doute trop riche pour ne faire qu'un seul film, et peut-être qu'il n'a pas non plus voulu tomber dans le fait de faire une trilogie. C'est aussi intéressant, hein, de voir deux films. Bon, après, faut remettre dans le contexte actuel aussi. Est-ce que non, parce que même avant, il a été tourné avant la fin du Covid. Il a été tourné avant la fin du Covid, ouais. C'est juste qu'il n'a pas pu sortir à cause du Covid. Ouais. Donc ça n'a rien à voir. Mais le souci étant que est-ce que la Warner voudra vraiment faire une suite ou pas? Est-ce qu'il rapportera suffisamment d'argent? Ça, c'est une question à laquelle nous n'avons pas la réponse. Mais ce que je sais, c'est que si vous allez voir ce film, vous les aiderez à ce qu'il y ait une suite. Sans faire de promo, de publicité, de promotion, je pense que c'est un film qui est attendu, et ça a participé aussi un peu à la hype qui soit attendu, qui soit retardé tant que ça. Donc je pense qu'il y aura du monde qui ira le voir. Je pense aussi, ouais. Ne serait-ce que dans notre entourage, quand je vois qu'il y a des gens qui sont allés voir deux fois et qui vont aller le voir une deuxième fois, ça montre que derrière il y a quand même un intérêt. Est-ce que tu te dis toujours que derrière ce genre de film, tu fais toujours attention à ce qu'on te montre, mais est-ce qu'il y a quelque chose derrière? C'est possible. Et puis derrière, tu peux te dire aussi que tu peux y aller simplement pour voir la beauté des paysages, le son, la photographie, comme tu disais. C'est un tout, en fait. Et c'est une œuvre d'art, hein, là, et le fait qu'il n'y ait pas d'écueil dans ce genre le scénario, de toute façon, et enfin, je veux dire, il est écrit, quoi, depuis on s'ennuie pas. Les vaisseaux des Atreides en mode libellule sont très super beaux, hein. Tout à fait. Le son va très bien avec. Non, les personnages sont recherchés, on sait qui c'est, sans pour autant basculer dans le surplus d'informations sur les personnages. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, j'ai passé un très bon moment, et pour moi c'était vraiment le film de l'année, en sachant que je ne connaissais absolument pas l'univers. Je pense qu'effectivement on peut, même si on n'est qu'en septembre, on peut dire que c'est le film de l'année, quoi, parce que je n'ai pas d'autres films en tête qui puissent être mieux que celui-là, parce que là franchement il a mis la barre. La barre elle est placée très très c'est-à-dire très qu'après on a beaucoup vu aussi de créations qui sont des créations françaises, et donc on peut pas les mettre au même niveau que des créations qui sont internationales, parce que si on veut vraiment parler de films de l'année, je pense que je ferai une distinction entre films français et films américains, parce que c'est pas le même sujet, ça touche pas le même nombre de personnes. Après bon, après tu vois, je dirais, en fonction de tous les films que j'ai vus cette année, très clairement c'est celui-là le meilleur. Là pour le coup, toute nationalité confondue. Parce que sinon, oui, en France, très clairement, le film de l'année, c'est Kaamelott. Même s'il divise énormément, ça reste le film qui a été le plus vu, je pense, cette année en France. Enfin, le film français qui a été le plus vu en France. Donc
Donc voilà, mais très clairement, celui-là, je pense qu'en termes de personnel, je pense que c'est le meilleur film que j'ai vu cette année. Ouais, non, sans aucun doute. Sans aucun doute. Il y a quelque chose que tu veux rajouter sur Dune ? Eh bien, non. Une dernière chose, je l'ai raconté et je l'ai dit à plein de gens, mais je suis en totale admiration par la personne qui a créé le logo et je trouve que les courbes inversées, les 4 courbes qui forment le mot Dune, c'est magnifique. C'est un respect à la personne qui l'a pensé. Comme quoi, même jusqu'à là, le film est bien foutu. Et soigné, quoi. Il est soigné. Je pense que c'est le mot. Impeccablement. Le mot pour ce film, c'est un film extrêmement bien soigné. Il n'y a pas un grain de sable qui dépasse. Ouais, tout à fait. Et moi, je vous invite du coup, chers auditeurs, à aller voir Dune si vous ne l'avez pas déjà vu. De mon côté, je pense que j'ai bien envie de me refaire le Dune de David Lynch pour comparer. Là, on pourra le voir ensemble si tu veux, Raph. Comme ça, tu verras l'ancien et le nouveau. De combien celui de David Lynch ? Celui de Lynch, il est de 84. 84, donc il est bien vieux. Bien vieux. Ouais, d'accord. Ouais. Et pour le coup, il n'y a qu'un seul film, il n'est pas en 2 parties. Enfin bref. Bon, écoutez, prenez soin de vous. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un nouveau coup critique. On ne sait pas trop sur quoi ce sera. Peut-être sur Star Wars Vision. Oui, je pense que ce sera probablement. Le cas, oui. Et oui. Allez, des bisous. La bise. Alors Dune, peut-être qu'on aura plus de choses à dire, je pense. Je pense, ouais. Déjà parce qu'on a vu la semaine dernière. Je pense que le fait qu'on soit... Moi, je sais que le fait que je sois éclaté ne m'aide pas à aligner mes pensées.